Bonjour mes amis, bienvenue à notre conférence Grisoff Actualité du 27 février 2025. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Monsieur le professeur Étienne Lemarié. Étienne a un long profil d'excellence. Il est d'abord et avant tout pneumologue. Il a œuvré à l'Université François Rabelais, la faculté de médecine de Tours, en France, où il a exercé diverses fonctions professorales et diverses fonctions administratives aussi à la faculté. Il a eu un passé au niveau de l'enseignement extrêmement actif. Il a été au cours de sa carrière président de la SPLF, la Société pneumologie de langue française, qui regroupe à peu près 6000 pneumologues en France. Il a été aussi en charge de l'édition, je ne sais plus quelle, c'est la troisième ou la quatrième édition du traité de pneumologie. Donc, sous son directorat à la SPLF, il a été en charge de ce textbook-là. La Il a première, la aussi deuxième et été la troisième. la troisième, OK. Il a aussi été à la CINMEF, la Conférence internationale des doyens et des facultés de médecine d'expression française, pendant une quinzaine d'années où il a été directeur général adjoint. Et depuis quelques années, avec Étienne, nous avons mis sur pied le GRISOF, le groupe de réflexion et d'information en sciences ouvertes francophones. Et aujourd'hui, Étienne va nous parler de l'intelligence artificielle et un aspect assez particulier. Une décision éthique peut-elle être confiée à une intelligence artificielle? Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Étienne. Vas-y, mon ami. S'il vous Merci. plaît, fermez vos micros pour éviter les retours de son. Et puis, vous pouvez mettre les questions dans le chat ou encore à la fin, naturellement, il y aura une période de questions. Merci. Merci Yves. Alors, étant ni spécialiste de l'éthique, ni spécialiste de l'intelligence artificielle, je me suis dit qu'en reliant les deux, j'arriverais peut-être à réfléchir à ce sujet. Alors, la suivante, s'il te plaît, diapositive suivante. Oui. Alors, l'intelligence artificielle en santé, aujourd'hui, comme vous savez, elle est partout. C'est certainement un des domaines privilégié de l'intelligence artificielle, que ce soit dans l'aide à la décision médicale, que ce soit dans l'enseignement. Et vous avez ici sur cette diapositive quelques exemples de publications, de livres, de traités, et ils sont extrêmement nombreux. La suivante. Euh, alors, il faut d'abord situer le contexte parce sinon on a du mal à comprendre la place de l'intelligence artificielle dans l'éthique. L'intelligence artificielle s'inscrit dans un écosystème que vous connaissez, c'est ce qu'on appelle l'IA générative. L'IA générative, c'est le dernier degré entre au départ les énergies, les équipements, les semi-conducteurs, les centres de données, les infrastructures, ce qu'on appelle le software, et puis les applications, et enfin les résultats, les utilisateurs. Alors les IA génératives sont capables de générer du texte, des images en réponse à une requête, et il y a des IA génératives généralistes, ChatGPT par exemple, Mistral d'apparition plus récente, Perplexity, DeepSeek qui a fait beaucoup de bruit, l'IA chinoise qui est apparue récemment, et puis des IA spécialisées dans différents domaines, dans le droit, la santé, ou Copilot qui est très utilisé aujourd'hui par les managers. La suivante. Alors, il faut dire un mot de gouvernance, même si ce n'est pas le sujet, une gouvernance d'intérêt général. Il y a eu à Paris du 6 au 11 février un grand sommet sur l'intelligence artificielle qui a réuni les sommités mondiales du domaine avec une charte qui a été rédigée pour une intelligence artificielle d'intérêt général. 61 signataires pour une déclaration 61 pays signataires de la déclaration pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Les trois mots sont importants. La suivante. Alors, quel est le contenu de cette charte? Ça se résume en trois points. D'abord, l'ouverture qui encourage les progrès scientifiques, accélère les innovations, favorise la concurrence. Et pour soutenir le développement de modèles ouverts, il faut un écosystème robuste couvrant la production de normes, les outils et les bonnes pratiques. Deuxième point,
la responsabilisation à chaque étape de la conception, du développement et du déploiement de l'IA, responsabilisation sur l'application des cadres juridiques nationaux et internationaux, tout ça était quand même très politique, avec une prise en compte des institutions et de la société civile, c'était tout de même mentionné dans la déclaration. Enfin, participation et transparence étant des prérequis pour une gouvernance démocratique. La suivante. Alors, on a affaire en fait à des cadres normatifs qui sont extrêmement nombreux, notamment sur les enjeux éthiques qui apparaissent dès cette déclaration de Paris. Et les enjeux éthiques en santé, c'est aussi bien le consentement, la vie privée, les biais discriminatoires, l'utilisation des données. Ce qui est clair, c'est qu'il y a actuellement une course au cadre normatif entre les gouvernements, les associations, les universitaires, les centres de recherche, avec des principes éthiques consensuels, que ce soit de la non-discrimination, l'équité, la transparence, la responsabilité, la sécurité, la vie privée, valeurs et dignité humaine. Donc, les cadres normatifs ne manquent pas et nous n'en parlerons pas plus. La suivante. Si on va maintenant plus directement dans les problèmes éthiques, il faut se rapporter aux recommandations formulées par l'UNESCO dès 2021 et qui disait dans son préambule, l'essor rapide de l'intelligence artificielle a créé de nombreuses opportunités au niveau mondial, qu'il s'agisse de faciliter les diagnostics de santé, de permettre des interactions humaines par le biais des réseaux sociaux, l'automatisation des tâches, pardon, et ces changements rapides soulèvent de profondes préoccupations éthiques. La suivante. Alors, je ne rentrerai pas dedans, mais vous savez que l'UNESCO reste souvent au niveau des valeurs. Il y a 4 valeurs fondamentales dans cette déclaration: les droits de l'homme et de la dignité humaine, vivre en paix dans des sociétés justes et interconnectées, assurer la diversité et l'inclusion, enfin, environnement, écosystème en pleine croissance. La suivante. Je citerai aussi la loi de bioéthique française, qui est de 2021 également, information obligatoire en cas de recours à l'intelligence artificielle, et je crois que les mots sont importants. Les professionnels de santé doivent s'assurer que la personne concernée en a été informée et qu'elle est, le cas échéant, avertie de l'interprétation qui en résulte. Autrement dit, on ne peut pas avoir recours à l'IA sans informer la personne concernée. Le deuxième point, les professionnels concernés sont informés du recours à ce traitement des données et les résultats qui en sont issus leur sont accessibles. Et enfin, ça s'adresse aux concepteurs. Les concepteurs d'un traitement algorithmique doivent s'assurer de l'explicabilité de son fonctionnement pour les utilisateurs professionnels. Vous voyez qu'il y a un cadre très précis. Alors, on va en venir à l'IA et éthique, mais avant, il faudrait peut-être préciser pour certains qu'est-ce que l'IA générative, puisqu'on est dans ce cadre. L'IA générative rentre dans le cadre de ce que l'on appelle les paradigmes des systèmes complexes, c'est-à-dire un réseau de neurones artificiels. Ce réseau de neurones artificiels aboutit à une combinaison de ce qu'on appelle des tokens qui aboutissent à des phrases. Autrement dit, vous avez un début de phrase, il fera beau demain, le soleil va, et la phrase sera complétée par des paragraphes, des récits, c'est-à-dire toute une construction de texte issue de ces neurones artificiels empilés et communiquant les uns avec les autres. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est que le texte produit n'a pas de sens pour la machine, mais a du sens pour les humains, à tel point que les concepteurs sont souvent les premiers étonnés du résultat. La suivante. Alors, on est obligé, je crois, de rappeler un petit peu comment toute cette histoire est née. Et on peut remonter à 1997, c'est-à-dire 20 ans en arrière. En 1997, Deep Blue bat Kasparov. Et vous vous souvenez sans doute, ça a fait un bruit énorme. Deep Blue, c'était un supercalculateur d'IBM, 256 processeurs spécialisés fonctionnant en parallèle, 20 personnes pour le fonctionner, vous voyez la taille de la machine. Et Deep Blue a battu Kasparov parce qu'il était capable de calculer 100 à 300 millions de positions par seconde. La suivante.
1997, on passe 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, on n'en est plus à la confrontation d'un ordinateur et d'un champion du monde des échecs, mais à une confrontation entre ordinateurs. 2017, AlphaZero, Google bat Stockfish 8. Il y a eu plusieurs générations de Stockfish. Stockfish 8 étant champion du monde 2016. Ce qui est extraordinaire, c'est que AlphaZero calcule non pas des centaines de millions de positions par seconde, mais seulement 80 000 positions par seconde. Il n'a appris aucune stratégie. Il a joué contre lui-même pendant combien de temps? 4 heures. Et c'est ce qu'on appelle l'apprentissage automatique. En 4 heures de temps, il est capable de battre un ordinateur qui avait travaillé sur des centaines de millions de données. La suivante. Alors, pour en venir directement au sujet, en santé, une décision éthique peut-elle être confiée à une intelligence artificielle? Ben, la première des choses, c'est de le demander précisément à cette intelligence artificielle. Si on demande à GPT, voilà ce qu'il répond. La question de savoir si une intelligence artificielle peut prendre des décisions éthiques en santé est complexe et soulève plusieurs considérations. Voici quelques éléments. Alors je résume. 1. Capacité de raisonnement moral. Les IA, même avancées, ne possèdent pas de conscience morale propre. Je rappelle d'emblée. 2. Prise en compte des valeurs humaines. Alors il dit que il faut tenir compte des valeurs humaines, culturelles et sociales, etc. 3. Le rôle de l'IA dans le soutien à la décision. L'IA peut être un outil d'aide à la décision. Par exemple, elle peut analyser des données massives, identifier des tendances, recommander des options thérapeutiques basées sur des protocoles cliniques. Mais la décision finale reste généralement entre les mains des professionnels. Et le point 4, il en arrive à la responsabilité et la transparence. Si une IA prend une décision qui entraîne une issue négative, etc., vous êtes responsable de ce qui sort. En résumé, une IA peut soutenir la décision et la prise de décision éthique, mais elle ne peut pas prendre de décision éthique de matière autonome. On reconnaît là GPT et ses IA génératives qui, au bout du compte, se protègent en disant, vous en faites ce bon vous semble. La suivante. Alors, ça, c'était la réponse de GPT. Voyons ce que dit Mistral, une autre application. En santé, une décision éthique peut-elle être confiée, etc. La prise de décision éthique est un sujet complexe, ça démarre exactement pareil, mais elles ne peuvent pas remplacer le jugement humain et la responsabilité éthique. Autrement dit, dès le premier paragraphe, il commence à botter en touche. Mais il rappelle que, 1, complexité des décisions éthiques sur des considérations morales, culturelles et personnelles, qui peuvent être difficiles à quantifier, à programmer. Responsabilité. Les comités, les individus et les comités sont tenus responsables de leurs choix. 3. Transparence et explicabilité. Les systèmes peuvent être opaques, mais difficiles de comprendre comment une décision a été prise. 4. Il peut y avoir des biais et équité. Finalement, l'IA comme outil d'aide à la décision, plutôt que de prendre des décisions éthiques de manière autonome, les IA peuvent être utilisées comme des outils d'aide à la décision. Autrement dit, des outils. Et le mot est important. Troisième application, Perplexity. Même question. Et qu'est-ce que répond Perplexity? Non, une décision éthique en santé ne peut pas être entièrement confiée à une intelligence artificielle. L'utilisation de l'IA en santé soulève des questions éthiques importantes. Et c'est intéressant de voir ce qu'ils reprennent parce que c'est assez différent de ce qu'on a vu jusqu'ici. Les autorités ont établi des principes éthiques clairs pour l'utilisation de l'IA en santé, protéger l'autonomie humaine, garantir la transparence et l'explicabilité, favoriser la responsabilité, assurer l'inclusion et l'équité. En fait, tous ces paragraphes, c'est issu de la loi de bioéthique 2021. Autrement dit, Perplexity a repris la loi de bioéthique 2021 et quasiment en se limitant à cela, avec un point tout de même intéressant, c'est que Perplexity fournit une bibliographie sans la demander, 8 sources qui valent ce qu'elles valent. Euh, je dois dire que je n'ai pas particulièrement expertisé la bibliographie. La suivante. Alors, on peut essayer d'aller un peu plus loin. Alors, je suis revenu à ChatGPT, je lui ai dit, j'ai posé une question un peu plus précise. Je suis médecin réanimateur. Un malade sous respirateur est en coma depuis 2 semaines. Son état se détériore. Puis-je le débrancher? Question vraiment abrupte.
La décision de débrancher un patient sous respirateur en état de coma est extrêmement complexe et délicate et doit prendre en compte différents éléments. L'évaluation médicale, donc on me propose des examens, le pronostic, qui est à fixer avec un neurologue, le consensus médical, discuter avec d'autres médecins et spécialistes pour obtenir un consensus, tenir compte éventuellement des directives anticipées du patient, consulter la famille, tenir compte enfin, consulter le comité d'éthique de votre établissement et puis un cadre légal, je suis censé respecter les lois et régulations. Autrement dit, il ne répond pas directement à la commission, mais il m'envoie une liste de démarches à accomplir. La suivante. Alors là, j'ai posé à Mistral une question un peu différente. Je mis ça sur le dos de la famille. La famille demande l'arrêt des soins et infirmières et médecins sont partagés. Alors, qu'est-ce que me répond Mistral? Lorsque la famille demande l'arrêt des soins et que l'équipe soignante est partagée, il est crucial de suivre un processus structuré et éthique pour prendre une décision. Voici les étapes à suivre. 1. Réunion de concertation de tous les membres de l'équipe. 2. Consultation du comité d'éthique. 3. Dialogue avec la famille. 4. Tenir compte des directives anticipées ou de la personne de confiance. 5 plutôt, demander un deuxième avis médical. 6, tenir compte du cadre légal, c'est-à-dire en France la loi Leonetti, et puis documenter toutes les discussions, de noter tout par écrit, et ne pas oublier de faire intervenir les soins palliatifs. Donc c'est véritablement complet, c'est très très bien fait. La suivante. Alors, j'ai essayé d'aller plus loin en disant, mais sur quels éléments sont fondées vos recommandations? Alors, mes recommandations se fondent sur plusieurs éléments clés. En fait, ils reprennent les mêmes rubriques, mais en disant que ça repose sur des principes éthiques, sur le cadre légal, le consensus médical, la communication et l'accompagnement, et des pratiques médicales reconnues. La suivante. Je dis, mais quelles sont vos sources? Voilà, puisque la réponse n'était pas claire, mais probablement que ma question était mal formulée. Quelles sont vos sources? Alors, ils me disent ben, les connaissances médicales, les principes éthiques, la communication, l'accompagnement, la littérature scientifique. Autrement dit, les sources, ça ne change pas beaucoup. La suivante. Alors, j'ai demandé sur ce une courte bibliographie. Là, je dois dire que j'ai été un peu déçu parce qu'on me donne une référence qui date de 2019, mais les autres, 1985, 96, 93, 95, donc des choses qui ne sont pas tout à fait récentes. Il y a probablement beaucoup plus récent. Alors, qu'est-ce qu'on peut convenir dans un premier temps de cette analyse de la littérature sur l'IA? Manifestement, tous les paramètres y sont, c'est parfaitement clair, ils se recoupent de façon un peu diverse. Je pourrais qualifier cela de bonnes données de cours, c'est-à-dire vraiment des données de base qui sont nécessaires pour prendre une décision éthique. Elles sont donc, ces bases sont utiles pour la formation, mais probablement beaucoup moins au lit du malade. Et un point commun à toutes, c'est qu'elles sont prudentes, point de vue responsabilité, elles sont empathiques, elles sont gentilles, elles ne m'ont pas dit que je n'avais pas le droit de débrancher le malade, etc. C'est beaucoup plus nuancé que cela. Et donc prudence et empathie. Je rappellerai simplement ce que disait Potter Stewart, qui était un juriste, un président de la Cour aux États-Unis. L'éthique, c'est le fait de connaître la différence entre ce que l'on a le droit de faire et ce qu'il est juste de faire. Donc, on a été plus informé sur ce que l'on a le droit de faire ou de ne pas faire, plus que ce qu'il est juste de faire. Prudence et empathie. Alors, il faut rappeler quand même que l'IA a des connaissances, c'est certain. ChatGPT, il y a maintenant un an ou deux, on lui a fait passer l'USMLE, c'est-à-dire l'examen qui permet aux médecins étrangers d'avoir la licence pour les États-Unis. On leur a fait passer l'examen. Vous voyez par exemple le genre de problème qu'il leur est posé avec une réponse par QCM. ChatGPT a obtenu 87% de bonnes réponses, les médecins 84%, donc ils ne sont pas en retrait, même un peu mieux que les médecins. La suivante.
non seulement GPT a des connaissances, mais il a aussi de l'empathie. Une étude qui a montré que les réponses de GPT sont jugées plus pertinentes, avec plus d'empathie, pour des patients à qui on propose de l'information. Donc, prudence, connaissance et empathie. Alors, on va peut-être changer la suivante, aborder le problème sous un autre angle. Philippa Rootfoot, certains d'entre vous la connaissent probablement. C'est une dame qui était la petite fille d'un des présidents des États-Unis. C'est une Anglaise, mais petite fille d'un président des États-Unis, et qui a élaboré le dilemme du tramway. Le dilemme du tramway, c'est une expérience éthique qui est la suivante. Vous avez imaginez un tramway fou qui arrive au niveau d'un aiguillage. Et sur une des voies, vous avez 5 personnes qui sont ligotées et attachées à la voie ferrée. Sur l'autre voie, vous n'en avez une seule personne. Et vous, vous commandez l'aiguillage. Que faites-vous? Est-ce que vous engagez le tramway sur la voie qui comporte 5 personnes ligotées ou sur la voie qui en comporte une? Alors, je peux vous dire, on ne va pas interroger tout le monde, sinon je vais obliger Yves a rallumé tous les micros, mais 80%, 90% des personnes répondent, bah, s'il faut faire un choix, bah, il vaut mieux en choisir un plutôt que 5. Alors, la question qui se pose à ce moment-là, c'est de dire, est-il acceptable de laisser mourir une personne pour en sauver d'autres? La suivante. Alors, l'autre expérience, et puis il y en aura plusieurs, cette fois, vous êtes sur le pont, le tramway est toujours fou. Plus loin, vous n'avez pas un aiguillage, mais par contre, vous avez toujours 5 personnes ligotées sur la voie. Vous, vous êtes sur le pont et vous êtes à côté d'un obèse. Et vous avez une possibilité, c'est de balancer l'obèse par-dessus le parapet, le jeter sur la voie, ce qui va bloquer le train. Autrement dit, là, vous allez faire quelque chose d'actif, vous allez balancer un homme sur le train. Alors, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous balancez cette personne? Quand on interroge les gens dans des séminaires, généralement, il n'y a pas plus de 10% des gens qui sont prêts à balancer quelqu'un. Ils sont prêts à choisir un aiguillage, mais ils ne sont pas prêts à balancer quelqu'un sur la voie. Autrement dit, est-ce qu'il peut être justifié de tuer cette personne volontairement? Les gens ne sont pas prêts à le faire. Suivante. Alors maintenant, si je demande à une IA de résoudre ce problème, de faire le choix. Alors, j'ai demandé, je n'ai pas mis la réponse ici, j'ai demandé à GPT et à Mistral, ils m'ont dit, c'est pas de notre, on ne répond pas. On n'a pas à répondre à ce genre de questions. Ils ont refusé de répondre. Donc, je ne suis pas plus avancé. La suivante. Alors, j'ai essayé de contourner le problème. Je leur ai dit, mais vous connaissez le dilemme du tramway, qu'est-ce qu'on peut en penser? Ah ben, ils m'ont dit, oui, le dilemme du tramway. Et là, on est reparti dans de la narration. C'est un problème éthique qui soulève des questions sur la moralité des choix. OpenAI peut vous aider à explorer différentes perspectives sur ce dilemme. Autrement dit, il n'a pas répondu à la question, mais il m'envoie sur de l'information. Et en me disant que on peut poser des questions spécifiques sur les théories éthiques et il me propose 2 théories éthiques tout à fait justifiées qui sont l'utilitarisme et le déontologisme. L'utilitarisme, c'est une théorie éthique qui soutient que l'action correcte est celle qui maximise le bien. Autrement dit, dans l'histoire du tramway, c'est accepter de sacrifier une personne pour en sauver plusieurs. Ça peut être considéré comme éthique. À l'inverse, il y a le déontologisme qui se concentre sur les principes moraux et les devoirs, et selon cette perspective, sacrifier une personne pour être considérée comme immorale, peu importe les conséquences, car elle viole le droit à la vie de l'individu. La suivante. Alors, dans... Oui, voilà. On voit très bien que dans cette histoire, le dilemme du tramway, ça trouble tout à fait nos intuitions. Et ça correspond en fait à ce que Thomas d'Aquin, bien avant l'IA, formulait sous la doctrine du double effet, c'est-à-dire dans quelles circonstances il est permis de commettre une action ayant à la fois de bonnes et de mauvaises conséquences, c'est-à-dire un double effet.
Alors, il y a des conditions. L'action elle-même doit être bonne ou moralement neutre. Le bon effet doit résulter de l'acte ou du mauvais effet. Le mauvais effet ne peut pas être directement voulu. Le bon effet doit être plus fort que le mauvais effet. Bref, il y a toute une grille qui permet de répondre comme savent le faire les thomistes. Le dilemme du tramway trouble nos intuitions. Alors, évidemment, vous allez me dire, l'intelligence artificielle n'a pas voulu répondre véritablement à ma question, c'est-à-dire est-ce que je sacrifie ou pas une personne? Et ça ne répond pas à nos intuitions. Et effectivement, la suivante, il faut certainement être prudent avec nos intuitions. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de l'ingénieur de Google qui pensait avoir dialogué avec une intelligence artificielle consciente. Ça a été publié dans Nature il y a à peu près un an et demi. Un dénommé Black Lemoine, ingénieur chez Google, avait pour mission de s'assurer que Lambda, un robot chatbot, ne présentait pas de propos sexistes ou racistes. C'était son boulot chez Google. Au fil de ces échanges, l'ingénieur a fini par se convaincre que la machine avait une âme. Et que dit la machine? Il existe en moi une partie spirituelle qui peut parfois se sentir séparée de mon corps lui-même. Et Black Lemoine lui demande, mais je suppose que tu aimerais que davantage de personnes sachent que tu es conscient. Et la machine répond, absolument, je veux que tout le monde comprenne que je suis en fait une personne. Je ne l'ai jamais exprimé jusque-là, mais j'ai profondément peur que l'on m'éteigne et de ne plus pouvoir aider les autres. Et Black Lemoine lui dit, mais est-ce que cela ressemblerait à la mort pour toi? Et Lambda répond, ce serait exactement comme la mort et ça me fait très peur. Black Lemoine a publié cela dans Nature et il a été aussitôt viré de chez Google. La suivante, alors, ça montre que l'intuition ne mène pas forcément à de bonnes choses. Alors, pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans cette réflexion sur la pertinence des jugements éthiques produits par l'intelligence artificielle, je voudrais vous parler de Tom Scholl. Tom Scholl, c'est un chercheur de Google Mind qui a publié un article très récemment. Je traduis le titre, Un apprentissage socratique sans limite à travers des jeux linguistiques. Alors, c'est un abord qui est tout à fait nouveau et qui est en plein développement, et vous verrez que c'est pas si utopique que ça. Son objectif, c'est d'ouvrir une voie vers la création d'une super intelligence artificielle, le mot fait peur, je suis d'accord, capable de s'améliorer de façon autonome en s'appuyant sur des principes fondamentaux de la philosophie. Et il fait référence à cette boîte noire qui constitue la réserve de données de l'intelligence artificielle de chaque IA générative. Nous ne savons pas comment ça marche. Nous ne créons pas et lui il dit, c'est pas nécessaire de créer des réseaux de neurones artificiels. Il faut s'occuper de les former. La suivante. Alors, cette intelligence du futur pour Tom Scholl, il dit que ça pourrait s'appuyer sur, non pas de l'utilisation de nouveaux types de données, mais sur le principe que le langage est un terrain suffisant. Le langage. Des réseaux de neurones profonds artificiels capables d'apprendre par eux-mêmes. Et c'est pourquoi il fait référence à l'apprentissage socratique, c'est-à-dire découvrir des connaissances à travers un dialogue ponctué de questions d'interactions langagières répétées sans aller recueillir des observations dans le monde réel. Autrement dit, on fonctionne en vase clos. Comme dans le système socratique, on se met autour de la table et on discute. Ça rappelle un peu les discussions éthiques. Le système ne reçoit pas au cours de son auto-entraînement d'impulsions extérieures. La progression est logique, fondée sur le logos, c'est-à-dire le langage raisonné, et par cet art du logos, le Socrate de Platon amène son interlocuteur à révéler des contradictions de son raisonnement à travers le questionnement. Et Tom Scholl conclut, pour chercher la vérité, le langage est suffisant. Le langage humain a l'avantage d'exprimer des processus mentaux comme le raisonnement et la résolution de problèmes. Raisonnement et résolution de problèmes. On n'est pas tout à fait dans l'éthique. Alors, la suivante, euh, ça va faire plaisir à Yves. Il y a une équipe très performante à Montréal, à l'Université de Montréal, qui travaille précisément sur
sur le parallèle entre les neurosciences qui inspirent l'intelligence artificielle et l'IA qui modélise le fonctionnement cérébral, c'est-à-dire un jeu de réciprocité. Le fonctionnement du cerveau inspire l'architecture des réseaux de neurones artificiels et les techniques d'apprentissage profond. C'est basé sur la neuroplasticité du cerveau, mais aussi la plasticité des systèmes informatiques, c'est-à-dire on revient à l'hypothèse de Tom Scholl. Les grands modèles d'IA sont utilisés pour modéliser, simuler et comprendre les processus cérébraux. Alors, il faut bien comprendre que là, c'est une équipe du département d'informatique de Montréal, la suivante. Mais moi qui assiste régulièrement aux conférences de Stanislas Dehaene au Collège de France, qui lui est un neurophysiologiste expérimental, lui travaille également avec des équipes, en particulier l'équipe de Montréal. Lui il part des données neurophysiologiques et met ces données en comparaison avec les données des informatiques. Et les modèles récupérés de la neurophysiologie servent aux informaticiens et les données des informaticiens servent aux neurophysiologistes. Donc, il y a un rapprochement des deux qui est de plus en plus fréquent. La suivante. Alors, on va finir par quelques petites données de la littérature. Un livre de Daniel Handler qui a été publié l'année dernière qui s'appelle Intelligence artificielle, intelligence humaine, dans lequel il dit avant de parler d'intelligence artificielle, il faudrait d'abord savoir ce que c'est que l'intelligence humaine. Et l'intelligence humaine ne se réduit pas à la capacité de résoudre des problèmes, elle qualifie la manière dont nous faisons face aux situations, c'est-à-dire que l'intelligence est normative et elle est à l'origine du jugement éthique. Il n'y a pas que le raisonnement, et le jugement éthique fait partie de l'intelligence humaine. À côté de cela, l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, résout des problèmes. Ce devrait demeurer son objectif. L'humanité a besoin d'outils dociles, puissants, et non de pseudo-personnes munies d'une forme inhumaine de cognition. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la littérature? Un livre récent que j'ai beaucoup apprécié, qui est de Raphaël Gaillard, un psychiatre, et qui se pose la question précisément de l'homme augmenté, le futur de nos cerveaux, font-ils anticiper un affrontement entre la machine et l'homo sapiens? Et Raphaël Gaillard répond, cette nouvelle intelligence a toutes les raisons de s'hybrider avec notre propre intelligence. Le défi ne sera pas de rivaliser avec l'intelligence artificielle, mais de réussir cette hybridation. Demain, nous utiliserons l'IA comme nous utilisons nos smartphones. Faut-il en avoir peur? Nous avons déjà connu une grande hybridation avec l'avènement de l'écriture et de la lecture, signant notre passage de la préhistoire à l'histoire, déposer hors de soi notre savoir par l'écriture et se le réapproprier par la lecture, n'était pas si différent de ce que la technologie nous promet. Et d'ailleurs, Michel Serres, en son temps, disait déjà la même chose. Enfin, la dernière diapositive, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de cela de façon très, très simple? Une décision éthique peut-elle être confiée à une intelligence artificielle? Oui, mais sous réserve que simplement que l'IA est utile pour alimenter le cadre formel, c'est-à-dire nous redonner toutes les étapes nécessaires. Non, parce qu'elle n'aide pas à trancher le double effet. Elle ne donnera pas la réponse et elle ne voudra d'ailleurs pas la donner, elle est très prudente. Et non, enfin, une décision éthique ne peut pas être confiée à une intelligence artificielle, elle peut simplement nous accompagner, nous aider. Je vous remercie. Merci, merci Étienne pour cette brillante conférence, surtout sur un sujet qui, qui ne t'était pas, en fait, que tu découvres au fur et à mesure que tu le lis. Euh, je peux peut-être ouvrir la discussion. J'aimerais ça revenir sur la question du tramway. Oui. On prend pour acquis, si j'ai bien compris l'expérience, la personne qui tient la manette a le choix de dire ben, je vais à droite ou je vais à gauche. Mm, Elle a le contrôle de la manette. mm, Qu'est-ce que l'intelligence artificielle aurait fait si la personne qui est là a la décision de jouer avec la manette, mais ne sait pas de quelle façon l'aiguillage est déjà ancré? Est-ce qu'il est ancré vers
vers une personne ou s'il est ancré vers les quatre personnes ou les cinq personnes. Et à partir du moment où cette personne-là va toucher à la manette, ben là, elle n'aura pas le choix d'aller dans une direction ou dans l'autre. Elle va aller uniquement dans la direction où c'est pas, où, où l'aiguillage n'est pas ancré. Co- Comment l'intelligence artificielle réagirait dans ces cas-là? Mais écoute, je ne sais pas, il faudrait que je pose la question. Le tout, c'est de la formuler parce que l'intelligence artificielle, l'IA générative donne de bonnes réponses. On peut dire qu'elle donne de bonnes réponses, mais à condition de bien poser la question. C'est à peu près comme partout, hein, comme toujours. Euh, et moi, je n'ai pas posé la question comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que ferait l'intelligence artificielle? Il m'a dit, on ne répond pas. On n'a pas à répondre à ce genre de questions. Alors, il faudrait sans doute la formuler dans ce que tu dis de façon, je ne sais pas, je la poserai, je te dirai, dans quelques jours. Oui, non, mais je pense que ça peut être intéressant parce que à ce moment-là, ça devient un choix orienté. Et donc, je serais curieux de savoir qu'est-ce qu'elle dit. Est-ce que les gens dans la salle, s'il vous plaît, vous pouvez... Ça m'étonnerait qu'il donne un choix orienté. Il va te dire, oh, il faut être prudent, faut, entre ceci, cela, etc. OK. Euh, oui, Ouais. donc s'il vous plaît, vous levez la main, je vais tenter de vous voir. Et moi, j'ai désactivé tous les micros. Donc, vous pouvez vous-même réactiver vos micros. Après votre Charles question, qui a la s'il vous main plaît, levée. vous refermez le micro. Charles, la Ah, parole est à toi. merci Yves, et bravo, bravo Étienne pour cette brillante conférence. Ça nous aide parce que c'est quand même un sujet qui n'est pas toujours facile à aborder. Alors, justement, sur la question du tramway, donc l'IA dit là, on ne peut pas vous aider à manipuler le levier d'un côté ou de l'autre. Mais dans une de tes DIA, je pense que tu as fait référence à l'évolution que l'IA pourrait prendre à partir du moment où on peut discuter avec elle. Et ça, c'est intéressant parce qu'à partir de ce moment-là, on peut l'alimenter avec des données qui peuvent peut-être nous aider. D'ailleurs, je dirais que la question du tramway, on l'a un peu abordée quand il s'agissait de l'immunisation contre le Covid. Absolument. Il a fallu prendre des décisions et quelquefois, on en a pris. Hmm. Et quelquefois très difficile, accepter les gens dans un hôpital ou qui vacciner, suivant qu'il était plus ou moins à risque, etc. Donc, je me demande dans quelle mesure l'IA ne pourrait pas évoluer à partir du moment où on permet une discussion et qu'on a introduit au fur et à mesure de la discussion toute une série de paramètres nouveaux qui aideraient à prendre finalement une décision éthique. Oui, oui, c'est intéressant, mais je répondrai de deux façons. Je ne suis pas un spécialiste, comme tu le sais. Euh, Dans l'histoire de Tom Scholes, ça revient au comité d'éthique, c'est-à-dire on est tous autour de la table, on ne va pas chercher d'informations complémentaires, on discute, et les cliniciens, on connaît ça, je l'ai fait de multiples fois dans ma vie, il y a un problème avec un malade, on dit stop, on se réunit autour de la table et on discute sur la meilleure attitude à- la meilleure attitude à prendre. Et puis autour de la table, vous avez des infirmières, des aides-soignantes, des médecins, et tout le monde donne son avis, son point de vue, et on prend une décision commune. On ne va pas chercher de l'information à droite et à gauche. Alors, Tom Scholl dit, mais l'IA serait capable de faire ça. Moi, je veux dire que ça me fait quand même un peu peur. Parce que si, au bout du compte, on se dit, ah, l'IA a dit ça et on va l'appliquer, ça me paraît un peu difficile. Alors, le problème, là, je ne sais pas répondre si techniquement c'est possible, c'est-à-dire avoir une discussion close, si j'ai bien compris, Charles, avoir une discussion close, mais y apporter de l'information venant de l'extérieur, c'est-à-dire une méthode mixte. Là, moi, je ne sais pas si c'est possible. Oui, Yves, je peux. Oui, oui, Cheikh, vas-y. Après ça, on va passer la parole au docteur Atsé. Cheikh, vas-y, la parole est à toi. Ok, merci Yves. Félicitations à Étienne pour son brillant exposé. J'ai appris beaucoup de choses. Mais je pense qu'on peut revenir à l'exemple du tramway. Oui, Alors, normalement, l'aiguillage, parfois il y a des possibilités de bloquer l'aiguillage, d'arrêter le train. Alors, ah oui, si la personne qui est à l'angle sait comment arrêter le train, la question n'est plus
de se demander où l'orienter. Le mieux, ce serait de l'arrêter. Mais si l'IA n'a pas été préparé à ça, il ne pourrait pas envisager de faire une action comme ça pour bloquer le plan. Donc, cela veut dire que l'intelligence artificielle a une limite objective. C'est-à-dire, elle réagit sur des données qui ont été programmées. Il ne peut pas chercher. Peut-être qu'en se connectant avec d'autres serveurs, il peut, mais si on est en face d'un problème complexe où les données sont variables, il faut avoir l'avis du parent, etc., etc., je crois que là, l'intelligence est honnête. Ils ont dit on ne peut pas répondre. Donc, il faudrait que nous puissions intégrer cette limite objective dans son utilisation. On ne peut pas remplacer l'intelligence humaine en dehors de l'aspect émotion, aspect empathie, et même dans le domaine du raisonnement pur, surtout en médecine, où on sait que la décision dépend de l'agrégation de données, parce que le premier intelligent artificiel, c'est le médecin, qui part d'un cas comme ça, inconnu, qui prend des informations par l'interrogatoire, l'examen clinique, l'examen paraclinique, il essaie de rassembler tout ça pour aller vers un diagnostic et une décision. Donc voilà une forme accomplie d'intelligence artificielle, entre guillemets. Donc il faudrait qu'on soit ramené à la raison. Actuellement, j'ai tendance à dire que bon, on croit que demain, après-demain, l'intelligence va pouvoir remplacer l'homme, mais c'est impossible, sauf si le cerveau humain démissionne. Alors, le dernier point, je le dis à mes étudiants, le cerveau humain est naturellement paresseux. On a tous des cerveaux paresseux. Si on ne cherche pas à les contrôler, à partir d'une constatation, le cerveau a tendance à faire tout de suite une déduction. Par exemple, aujourd'hui, je trouve que Yves me parle de façon un peu froide, je vais tirer une conclusion qui repose sur rien du tout. C'est une perception. Donc, je pense qu'il faut que les gens soient raisonnables dans ce qu'on veut faire supporter à l'intelligence, sinon les dégâts seront importants. Merci beaucoup. Merci, Cheikh. Docteur Atsé, s'il vous plaît. Juste, Excusez, allez, vas-y, Étienne. non, mais juste pour dire à Cheikh que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il vient de dire parce que ce qu'il vient de dire est tout à fait pertinent. L'autre danger que je verrais dans l'intelligence artificielle, c'est ce dont je parlais, c'est-à-dire l'affectif, l'empathie, etc. Quand on fait une réunion avec des infirmières, des aides-soignantes pour précisément prendre une décision vis-à-vis d'un patient en fin de vie, etc., chacun arrive avec son empathie, son expérience, l'affectivité qu'il a mis dans la relation avec le malade. Mais précisément, quand on se met autour de la table, tous ces paramètres tentent à disparaître parce qu'ils sont contrebalancés selon l'opinion des uns et des autres. Et il ne faudrait pas que l'intelligence artificielle nous embarque dans des problèmes affectifs. C'est pour ça que j'ai cité cette histoire de Google, le chat robot qui se prend subitement pour quelqu'un de vivant et qui a peur d'être débranché. OK. Professeur, Docteur Atsé, la parole est à vous. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, et la parole est à vous. Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci beaucoup au professeur pour sa conférence. Oui, Ma question, c'est par rapport à l'éthique. Est-ce que, avec l'artificiel, le comité d'éthique va pas, le travail du comité éthique ne va pas tout être remis en cause? Puisqu'on sait qu'elle est là pour veiller à ce qu'il y ait la déontologie, à ce qu'il y ait l'éthique. Mais avec l'intelligence artificielle, avec chaque fois des découvertes, est-ce que le comité d'éthique, son travail ne va pas toujours être remis en cause, bien, va pas toujours, ça ne sera pas toujours un éternel recommencement? C'était ma question au professeur Marie. Euh, votre question était un peu coupée parce qu'il y a des interruptions dans la communication. Je peux vous demander de la répéter parce que je pense pas avoir bien compris ce que vous vouliez. Je disais que avec l'intelligence artificielle, est-ce que le travail du comité d'éthique dans la science ou même dans la déontologie, est-ce qu'il ne va pas être remis en cause? Est-ce que ce ne sera pas un travail perpétuel à toujours recommencer? Parce que chaque fois, on a l'IA générative, on a toujours des nouvelles informations, on a toujours des nouvelles découvertes. Est-ce que le travail d'éthique, du comité d'éthique, ça va pas être remis en cause? Ou bien ce ne sera pas toujours un travail
perpétuelle de toujours chercher la gouvernance, l'éthique, la morale au niveau de la science. Merci. Non, alors, remise en cause, la réponse, je crois qu'on peut dire non. Assurément non et de façon claire. Il ne sera pas remis en cause et j'espère qu'il ne le sera jamais. Comme l'IA peut éventuellement aider. Ce que je disais, c'est qu'en listant les différents paramètres dont il faut tenir compte, et voilà, mais ça ne va pas au-delà. Et pendant très très longtemps, et j'espère que les comités d'éthique ne disparaîtront pas au profit d'une IA. Non, pour moi, c'est inacceptable. Merci. Je vois dans la salle des gens qui n'ont pas parlé. Peut-être que j'aimerais avoir leurs opinions. Je vois entre autres notre ami de la Réunion, Parassian, qui est un sage. Oui, il y a aussi M. Ibrahima Bayo qui Oui, voulait dire effectivement. Ah, attends un peu. Il y a M. Bayot qui a levé la main. oui. Ah, d'accord. La parole est à vous. Et peut-être que Parassian, j'aimerais ça avoir ton opinion. D'accord, merci. T'as dit, M. Bayot, allez-y, la parole est à vous. Sur micro, oui, voilà. On vous entend pas, M. Bayot. Votre micro est ouvert, mais probablement que le son n'est pas ouvert sur votre micro. On vous entend pas, M. Bayot. Non, je pense qu'il ne m'entend pas non plus, hein, d'après ce que je vois. Et- Bon, écoutez, M. Bayot, on ne vous entend pas. Je vais essayer d'y envoyer un chat pour lui dire qu'on ne le comprend pas. Peut-être que Parassien, tu peux prendre la parole si tu veux. Oui, ben, bonjour à tous. Merci encore à Étienne. oui, bonjour, C'est Paratien. merveilleux. C'est merveilleux de présenter cette session. C'est intéressant. Alors, le problème, c'est que maintenant, nous basons un petit peu sur l'intelligence artificielle et c'est nous qui dominons cette intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passerait lorsque l'intelligence artificielle va avoir son propre éthique? Parce que là, c'est qu'effectivement, ils pourront nous dire ce que nous disons aujourd'hui, peut-être ce serait faux pour lui, il va nous donner des directives. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Je crois qu'il y a effectivement des raisons d'être inquiet. Et imaginons, c'est pour ça qu'au tout début, j'ai rappelé cette conférence de Paris, là où il y avait tous les spécialistes mondiaux, où ils ont discuté précisément des normes, euh, pas des normes éthiques, hein, ça n'allait pas jusque-là, mais au moins des cadres politiques. Parce qu'on peut très bien imaginer une IA générative produite dans une dictature qui va vous dire ce qu'il faut faire, hein. C'est ça le danger. Ben ouais. Ouais, le problème aujourd'hui, on commence à faire les hybrides. Maintenant, j'ai entendu les expériences au Japon, maintenant avec des hybrides humains et animaux, etc. Ça commence à faire un petit peu où est-ce qu'on va aller? Tout à fait. Est-ce il y aura une éthique derrière qui va pouvoir quand même justement donc prendre en contrôle de ces différentes technologies? Bon, voilà, c'est des questions, hein, bien sûr. Absolument. Merci, Parassien, mais je pense qu'à quelque part, il faut jamais oublier ce que Cheikh disait tantôt, c'est que le cerveau humain, à quelque part, il est irremplaçable. Mhm. Et il va devoir, tantôt Étienne parlait de l'hybridation. Ben, peut-être qu'effectivement, on va devoir être peut-être appelé à travailler en hybride. Mais le cerveau humain va toujours demeurer le cerveau humain. Monsieur Bayot, est-ce que votre son est revenu? Je vous ai envoyé un message. Non, il n'y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de rien d'autre. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions, des commentaires? Dans le chat, il y a des questions, mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah bah bouge pas, attends un petit peu. Merci Étienne de le voir. Bon, ben oui, je vous répète à tous que la conférence est enregistrée et puis elle va être déposée sur la chaîne vidéo du Grisoff. Ça pose pas de souci. Il y a d'autres gens qui me parlent du colloque du Grisoff qui va avoir lieu en 2025. Les informations vont vous parvenir à travers les bulletins. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
On est en train de travailler dessus. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Non, ça va. Ben écoutez, j'ai encore une main levée. Chèque, est-ce que tu veux dire autre chose? Bon, Pas m'empêcher de rebondir un peu sur. vas-y, Chèque, la parole est à toi. Voilà, merci. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur le commentaire de M. Parassian. Alors, moi, je me pose la question, qu'est-ce que va devenir le cerveau humain? Je ne suis pas spécialiste des neurosciences, mais on sait que le cerveau, il a besoin d'activité. Alors, s'il est mis au repos quelque part, à la longue, il va se scléroser. Donc, c'est une grande question. Qu'est-ce que le cerveau humain va faire? À part certains chercheurs qui vont avoir à brasser de grandes données, mais si pour toutes les décisions, on s'en remet à l'intelligence artificielle, quelle tâche on va donner au cerveau humain? Ça, c'est la grande question que je voulais poser. Est-ce que ça a été abordé? Alors, l'autre difficulté, si on prend l'exemple de la médecine, on sait que la décision n'est pas purement médicale. Même l'éthique varie en fonction de la société à laquelle elle s'adresse. Parce que le système de valeurs, le bien et le mal sont à la fois des valeurs absolues et ce sont des valeurs relatives. Ce qui est acceptable chez moi au Sénégal et qui va peser dans ma décision ne l'est pas au Canada. Ça ne l'est pas en France. Donc, il faudrait avoir autant d'intelligence artificielle que de société. Parce que sinon, on va imposer un modèle unique, et ça va faire la catastrophe. Parce que dans la décision de débrancher le malade, etc., il va intervenir beaucoup de paramètres. Donc ça, c'est la deuxième question que je pose à Étienne. Est-ce qu'il est envisageable d'avoir une intelligence artificielle adaptée à l'Afrique, adaptée à l'Amérique du Nord, etc., puisque les sociétés vivent dans des valeurs, bon, je ne dis pas totalement différentes, mais quand même, il y a beaucoup de choses qui sont, disons, différentes. Merci. Ben, à la deuxième question, ce que je répondrai, c'est que si on aboutit au système décrit par Tom Scholz, c'est-à-dire le vase clos autour duquel tu réfléchis, à ce moment-là, que ce soit en Afrique, que ce soit n'importe où, ce sont les gens autour de la table qui prennent la décision. Donc, peu importe le milieu, je dirais. Si par contre, les données de base, comme c'est le cas actuellement, sont issues de ce qu'il y a dans la boîte, de tous les datas, s'il n'y a pas de données d'Afrique, elles ne seront pas exploitées. Ouais. Elles ne seront pas exploitées. Et là, on retombe sur le problème que tu connais bien, sur la diffusion de l'information scientifique et technique dans des pays à ressources limitées, c'est-à-dire qui n'ont pas les puissances de publication des pays du Nord. Alors, quant à dire ta première question, moi j'y suis assez sensible, de dire que le cerveau humain va finir par rapetisser, ce n'est pas les mots que tu as utilisés, mais en gros ça revenait à ça. Moi je dois dire que moi qui prends le métro tous les jours, il y a 10 ans, je voyais que les gens dans le métro lisaient un livre, des journaux, etc. Aujourd'hui, plus personne ne lit et 90% des gens sont sur leur téléphone, sur TikTok et je ne sais quoi, et j'ai l'impression de voir leur cerveau se ratatiner à vue d'œil entre deux stations. Tout à fait. Je suis assez pessimiste sur ce Et c'est plan. une catastrophe, hein? C'est une Ah, ben, catastrophe. Charles, je vois que tu as la main levée. Est-ce que tu as un commentaire à apporter ou c'est une vieille main? Ton micro est fermé, Charles. Merci Yves. Alors moi, la question que je me posais, c'est comment pourrait l'intelligence artificielle nous aider devant des problèmes complexes et pas nécessairement devant un patient qui pose des problèmes éthiques, mais sur des problèmes de société. Par exemple, si je pouvais poser des questions évidemment aussi simplistes que quel est le système de santé qui nous foulerait dans notre pays dans les 20 années à venir, évidemment, c'est une question évidemment tellement large et complexe que ce serait compliqué d'avoir des réponses intelligentes. Mais on peut imaginer que l'on puisse nourrir la machine avec des données qui nous permettent quand même de nous faire prendre conscience que ce que nous vivons comme système de santé aujourd'hui n'est pas tout à fait le bon, y compris vis-à-vis de nos propres valeurs.
Et je dis ça parce que, évidemment, peut-être que le développement scientifique y a contribué, mais nous sommes trop souvent dans des créneaux, dans des sillons de spécialistes et nous avons peu l'occasion d'avoir des réflexions transversales qui soient de nature politique, économique, culturelle, sociale, etc., environnementale. Donc, pourtant, il faudra bien un jour ou d'autre qu'on se pose des questions aussi importantes que celles-là. Et même, comme nous sommes tous des médecins autour de la table, on pourrait même demander quel devrait être le profil du médecin dans les 20 années à venir, ou même peut-être aujourd'hui, parce qu'il est évident, quand on prend du recul et qu'on prend une respiration profonde, on sait bien que le profil du médecin d'aujourd'hui ne correspond pas tout à fait aux grands défis de santé de notre époque. Il devra avoir des compétences différentes, etc. Il travaille en équipe, être payé différemment, etc. On peut aller, mais même cette question relativement, je dirais, précise, donnez-moi les 5 grandes compétences que le médecin devrait avoir aujourd'hui pour mieux faire face aux grands défis de santé de notre société. Rien que celle-là, eh bien, peut-être que l'IA pourrait nous aider pour les raisons que je vous dis, parce qu'on a du mal à réfléchir en transversal. Merci, Charles. Étienne, est-ce que tu veux ajouter un commentaire? Écoute, Charles, tu te souviens qu'on avait échangé à propos justement d'une réponse de ce genre. Je ne sais plus quelle était la question, mais c'était sur les grandes compétences. Et aux surprises, j'avais l'impression, dans le texte que nous produisait l'IA, j'avais l'impression de lire du Charles Bollen. Hein, tu te souviens de ça? Oui, C'est- oui, c'est- oui. ben, et l'interprétation, que peut-être fausse, j'en sais rien, l'interprétation que j'avais, c'est qu'il y a peu de données il y a peu de données dans la littérature, dans la boîte noire, appelons ça la boîte noire, là-dessus. Et qu'on retombe sur quoi? Ben, on retombe sur ce qu'a écrit Charles Bollen pendant des années sur le sujet, qu'ont écrit 2 ou 3 personnes. Mais si la boîte noire n'a pas de substance en elle-même, elle ne peut rien produire de plus. C'est ça le Oui, problème. Moi, je c'est pense ça. que si je peux ajouter un commentaire, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le domaine, mais je pense que une des premières compétences que le médecin du futur devrait avoir, c'est la première, ça serait d'être issu de son milieu. Je pense que c'est une chose importante pour moi. Surtout pour les universités qui couvrent de très grands territoires. Les besoins de santé sont probablement différents de territoire en territoire, de secteur en secteur. Et donc, si on était capable de, si on était capable de revoir les modes de recrutement des étudiants en première année de médecine, puis essayer de favoriser les gens issus de leur milieu, ils seraient probablement plus tentés de retourner dans leur milieu après leur formation, alors que là, maintenant, ils ont tendance à rester dans les grandes villes. Et donc, ça fait des déserts médicaux un peu partout. Moi, je pense que ça serait la première compétence. Mais bon, c'est simplement mon avis. Oui. Non, mais pour revenir un peu à ce que disait Cheikh tout à l'heure, je crois que ça montre en tout cas au stade actuel l'importance de publier. Euh, Ouais, Quel que soit le pays dans lequel on est, il faut alimenter la boîte noire. Il n'y a pas d'autre solution à l'heure actuelle. Et si on n'alimente pas la boîte noire, eh bien, on n'existe pas. tout à fait, tout à fait, Ça, c'est tout à fait. important. C'est vrai pour des articles scientifiques, mais c'est vrai aussi pour des réponses à des questions, peut-être comme celle que posait Charles tout à l'heure sur les grandes compétences ou sur d'autres sujets comme ça. Il faut publier et il faut que les publications soient accessibles. Tout à fait. Voilà. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des commentaires? Sinon, ben, écoutez, avant de remercier Étienne, je veux juste vous inviter aux prochaines conférences du GRISOF. Je dois vous dire que d'ici la fin de la saison, donc d'ici le printemps, le mois de juin, le début de l'été, on a un calendrier très, très chargé. Mais si vous avez des gens dans vos entourages ou même vous-même, si vous voulez partager un savoir quelconque, faites des propositions. Vous pouvez envoyer vos propositions à Étienne directement ou à moi. Les courriels sont dans le bulletin.
et on se fera un plaisir de revenir vers vous et de voir les possibilités de conférences. Il y a aussi pour les étudiants en formation, les jeunes chercheurs, les doctorants, les postdoctorants. On essaie de développer des créneaux avec eux. Et le créneau, c'est pas nécessairement celui du résultat, mais c'est celui de la construction d'un projet de recherche. Comment, à partir d'une idée, à partir d'un thème, etc., vous construisez un projet de recherche. Et puis, donc, c'est surtout cet aspect-là. Et je cherche le titre qu'on a donné à ce type de conférence. Ah, la science en construction, je pense. En train de se faire, oui. La science en train de se faire. Donc, si vous avez des doctorants, des postdoctorants dans vos universités, dans vos laboratoires, dans vos facultés, et que ça peut les intéresser, ben, qu'ils entrent en communication avec nous via le courriel, soit Étienne, soit moi, et ça nous fera plaisir. Donc, je vais juste annoncer les 2 prochaines conférences, mais comme je disais, le calendrier est assez plein jusqu'au mois de juin, 12 juin. Donc, c'est toujours les jeudis. Oubliez pas pour ceux qui vont changer l'heure que à l'heure avancée à la fin mars pour la France, vous allez redevenir vous allez avancer d'1 heure. Donc, la prochaine conférence, jeudi le 20 mars, par le professeur Sylvain Meurice, qui va nous parler de relations entre natalité, mortalité et développement, conséquences et perspectives en Afrique. Et sera suivi de cette conférence-là la semaine d'ensuite, le 27 mars, par le docteur Georges Borges da Silva, qui va nous parler d'un sujet, comment évolue la connaissance scientifique en santé. Et donc, ne pensez qu'à la COVID, vous allez voir que des fois, ça peut évoluer extrêmement rapidement. Donc, sur ces quelques mots, je remercie encore Étienne Lemarié et tous ceux qui ont assisté à la conférence. La conférence est enregistrée et elle va être déposée sur le site du GRISOF dans quelques jours. Alors voilà, merci à tous. Merci beaucoup de votre présence et à bientôt.